Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Cancéro, le podcast qui aide les patients atteints de cancer à devenir acteurs de leurs soins. Je suis Abigail, pharmacienne d'officine, et ma mission ici est de favoriser le partage d'expériences et d'informations autour du cancer et des soins de support. Pour mener à bien cette mission, j'accueillerai à mon micro des patients qui nous raconteront leur histoire, mais aussi l'entourage proche, les aidants, les associations d'aide aux malades, ainsi que les professionnels de santé et les professionnels qui interviennent auprès des patients. J'espère que ce contenu vous aidera, et surtout si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager auprès de patients de votre entourage. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Madame Jagère. Bonjour. Merci beaucoup pour votre temps et pour votre intervention sur le podcast Cancéro. Alors, vous êtes infirmière cadre de santé, coordinatrice de la Maison de la Santé au CHU de Reims, là où nous sommes actuellement en enregistrement. Est-ce que je vous ai bien présenté ? Oui, c'est tout à fait ça. D'accord, très bien. Pouvez-vous me décrire votre rôle dans la Maison de la Santé et votre rôle auprès des patients atteints de cancer ? Alors, la Maison de la Santé accueille des patients normalement après leur prise en charge thérapeutique, mais on le fait aussi pendant la prise en charge thérapeutique. L'objectif est de pouvoir aider les patients à pouvoir reprendre un petit peu de temps pour eux, pouvoir expérimenter un peu des activités qui leur apportent un bien-être, pouvoir reprendre aussi un petit peu d'estime de soi et puis aussi un capital santé à travers différentes activités. Donc nous avons un atelier cuisine pour pouvoir aussi adapter son alimentation. On a un atelier d'activité physique adaptée pour pouvoir faire aussi de l'exercice physique qui aide à lutter aussi un peu contre la fatigue, ça y participe. Et puis aussi, l'activité physique permet aussi, on sait, il y a des études qui le montrent et qui le prouvent, ça diminue aussi le risque de récidive. Donc c'est très important. On fait aussi de l'accueil autour de la socio-esthétique pour essayer aussi de récupérer une estime de soi. C'est pas facile de perdre ses cheveux, c'est pas facile les traitements de chimiothérapie. Cette nouvelle aussi image corporelle que l'on peut avoir vis-à-vis de tous ces traitements que l'on subit, aussi bien la chimiothérapie, mais aussi la chirurgie, qui modifie aussi notre corps, la radiothérapie aussi, qui peut aussi être un élément qui modifie aussi l'image que l'on peut avoir de soi. On a aussi de la méditation pour pouvoir aussi apprendre à se détendre, et puis de la sophrologie. Toutes ces deux techniques aident à gérer aussi le stress et à pouvoir aussi aider à mieux vivre ce qui nous arrive au quotidien. Et puis on fait aussi quelques activités un peu extra pour faire des moments un petit peu conviviaux à travers par exemple des activités ludiques, des après-midi jeux, des après-midi récréatives où on va créer des objets, de la décoration pour Noël, pour le printemps, Ces temps sont aussi importants. C'est important quand on a une maladie de pouvoir aussi se créer des petites bulles de bonheur, des petites bulles où on s'amuse, où on peut rire en famille ou avec d'autres, peu importe. Mais l'idée, c'est aussi de se faire plaisir au quotidien, même si c'est pas toujours facile. Mais ça peut être des choses toutes banales. Sortir un après-midi, il fait beau, on en profite avec une amie ou seul. Prendre le temps d'aller acheter peut-être un bouquet de fleurs ou de respirer une fleur dans le jardin de la voisine ou chez soi ou au parc. Ça peut être chanter, ça peut être écouter
une musique que l'on aime et qui nous fait du bien. Ça peut être un après-midi thé avec une personne qu'on aime beaucoup et où on sait qu'elle va nous soutenir et nous aider. Voilà, à chacun de voir un petit peu ce qui peut lui faire plaisir. Mais c'est important, tous les jours, de pouvoir se prendre un petit temps. Et en plus, ça crée du lien entre les patients. J'imagine de se retrouver ici dans un même lieu, d'avoir traversé les mêmes épreuves, puis de se soutenir. J'imagine que ça doit être un des aspects importants aussi. Alors, c'est un aspect important. Et ce qu'il y a aussi, c'est que dans notre maison, on accueille aussi des patients qui ont d'autres pathologies. Et parfois, ça aide aussi. Alors, de pouvoir entendre que quelqu'un qui a une autre maladie peut être aussi lourdement impacté par cette pathologie. Et du coup, ça permet aussi parfois de relativiser ce qui nous est arrivé. Mais c'est vrai aussi que le partage de pair à pair, celui qui a eu aussi le même traitement, en même temps, on est tous différents et on vit les choses de manière différente. Et c'est aussi ce partage autour de comment chacun, de manière individuelle, a traversé cette épreuve et qu'est-ce qu'il en a fait. Qu'est-ce qui ressort pour lui et qu'est-ce qui peut le rendre plus fort ou qu'est-ce qui l'a affaibli et comment on peut aussi, à travers les partages, se dire « Ah ben tiens, c'est intéressant, elle a fait comme ci, lui, il a plutôt fait comme ça. Ah mais ça, moi, je voudrais pas du tout. » Mais voilà, c'est aussi ça le partage, effectivement. Oui, complètement. Mais ça me paraît être extrêmement important et c'est pour ça qu'une grande partie du podcast est dédiée aux patients qui racontent leur parcours de soins parce qu'en effet, quand on est dans les traitements, en fait, on a la tête dans le guidon, c'est très dur d'avoir des perspectives et ça fait du bien d'entendre d'autres patients, de sentir qu'on n'est pas seul, de sentir que d'autres personnes aussi, d'autres patients sont passés par quoi on passe et que c'est totalement normal et que c'est des périodes très difficiles. Et ça, de l'entendre de la part d'autres patients, c'est vrai que ça aide beaucoup les patients qui sont actuellement en traitement. Ben oui, parce que quand on vit quelque chose, pour soi, c'est 100% difficile. Quand on regarde l'autre qui a traversé cette épreuve, on se dit « Ah !» Bon, peut-être que moi aussi, je peux espérer être à nouveau, ou peut-être pas tout à fait comme avant, mais ça s'en approche. Et ça, c'est important. C'est important, l'espoir. Et se reconstruire aussi parfois autrement, faire autre chose. Enfin, c'est aussi des épreuves qui sont tellement difficiles que parfois ça permet aussi de remettre les choses en perspective et de peut-être faire les choses dans sa vie autrement. Oui, ça arrive, je dirais assez souvent, que effectivement, ce type d'épreuve et d'événement fait qu'on se pose des questions sur finalement la vie telle qu'on l'a vécue jusque-là et de qu'est-ce que finalement j'ai en ce moment envie d'en faire. Mais bon, il faut déjà avoir réussi un peu à passer tous les traitements, parce que c'est vrai que c'est un peu comme un marathon. Quand on est dans les traitements, on est dans chaque pas après pas, chaque traitement, chaque rendez-vous, chaque moment. Allez, ça y est. Quel conseil très pratico-pratique vous donnez aux patients qui sont en traitement de chimiothérapie ? Alors, peut-être déjà un conseil très pratico-pratique, d'aller pas tout seul à ces consultations. On le sait, c'est vraiment
probablement ce qui passe dans la tête de tous les patients à qui on annonce qu'ils vont avoir ou qu'ils ont un cancer, c'est cette idée de « je vais mourir demain », comme si c'était quelque chose qui va nous arriver là tout de suite, presque dans l'instant T. Et on est forcément sous le choc, on est forcément dans l'incapacité de pouvoir tout entendre. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas y aller tout seul. Alors, essayez de ne pas y aller avec quelqu'un qui est hyper inquiet, mais plutôt quelqu'un qui va pouvoir entendre. Et vous pourrez, après la consultation, en discuter ensemble pour pouvoir refaire le point et mieux comprendre, en fait. Parce que même parfois, on entend à deux la même chose, mais finalement, on ne comprend pas toujours la même chose. Et puis, ne pas hésiter à noter toutes les questions qui nous passent par l'esprit. Quand on discute avec la personne qui nous a accompagnés, on se dit « Ah, finalement, l'une comme l'autre, on n'a pas compris la même chose, ou l'un comme l'autre. » Et que du coup, c'est important de pouvoir poser la question. Mais quand on est devant le médecin, on se dit toute la semaine « Oh, je vais lui dire », mais si on ne le note pas et qu'on n'emmène pas son papier avec soi, eh bien la question, elle reste sur notre papier et puis on a toujours cette interrogation un peu dans la tête. Oh, c'est pas utile, autant vraiment poser toutes ces questions au médecin, à l'infirmière. Voilà, faut pas hésiter parce que ils sont là pour ça, répondre à vos questions. Mais oui, je suis entièrement d'accord avec ces deux points soulevés. C'est vrai que moi, dans ma pratique, je l'observe. Certains patients, par exemple, vont être en état de choc en fait sur les premières consultations. Ils vont pas être en état de recevoir l'information. Et c'est vrai que venir accompagner, c'est un moyen aussi de pouvoir en reparler après coup quand on est peut-être plus à même de recevoir l'information. C'est totalement normal d'être sidéré sur la première consultation, sur la consultation d'annonce. C'est une réaction qui est totalement normale. Le cerveau se protège et ça, c'est vrai que si on peut être accompagné d'une personne de confiance avec qui on peut rediscuter des choses après coup, ça, c'est vrai que c'est tout à fait bénéfique. Et sur le fait de noter les questions, ça, c'est entièrement vrai. Moi, j'ai beaucoup de patients qui me disent au final, la consultation, elle est passée tellement vite que j'ai pas pu poser toutes mes questions. Et c'est vrai que c'est toujours le conseil que je donne à mes patients, de mettre les questions par écrit. Ça permet d'être sûr déjà de balayer toutes les questions qu'on a dans la tête, de les noter au fur et à mesure et puis d'être sûr pendant la consultation qu'elles sont abordées et d'être sûr de ne pas en oublier. C'est vraiment essentiel. Et d'ailleurs, en rapport avec ça, c'est pour ça que ce point-là est très très intéressant. J'ai créé un freebie. Donc c'est une feuille en fait qu'on va avoir à la maison où on va pouvoir noter toutes les questions qui nous viennent en tête et comme ça. Quand on vient dans le service, on vient avec sa feuille et quels que soient les interlocuteurs avec lesquels on a rendez-vous, on va pouvoir poser toutes nos questions. Et en tant que patient, c'est tellement important de ne pas rester avec des interrogations, des questions en tête qui ne sont pas posées. L'équipe soignante est là pour accompagner le patient, pour répondre à toutes ces questions, absolument toutes. Il n'y a pas de questions taboues et je pense que ça, c'est important de le rappeler. Mais c'est tellement important pour la qualité des soins et pour la qualité aussi de la relation avec l'équipe soignante. Il faut vraiment surtout pas rester avec des questions en suspens. Oui, parce que c'est dommage, parce que on peut aussi avoir des questions où finalement qui nous perturbent. Enfin, je veux dire, des questions en fait un peu lancinantes auxquelles on pense en se disant
j'ai peur de la réponse parce que si jamais la réponse, elle m'enfonce, finalement, je ne vais pas la poser. C'est dommage parce que parfois, même très souvent, la question et surtout la réponse, elle n'est pas celle à laquelle on s'attend. Les professionnels, ils ont l'habitude de répondre. Leur objectif n'est pas de faire peur aux patients, il n'est pas non plus de les rassurer à tout crin, hein, mais c'est aussi important que nous, soignants, on puisse apporter de l'espoir, parce que personne ne peut savoir, on n'a pas de boule de cristal, on ne peut pas savoir comment, pour chaque patient, le traitement va se passer. Il suffit d'être dans les 20%, alors je dis n'importe quoi, hein, mais dans les 20% qui vont s'en sortir pour être 100% gagnant. Mais c'est vrai que si dès le départ, je me dis je vais jamais y arriver, c'est pas pour moi, ça rend les choses plus compliquées. Mais le fait de poser toutes ces questions aussi, toutes les questions qu'on a en tête en tant que patient, c'est aussi une manière aussi de décharger, d'enlever de la charge mentale, parce que c'est tellement, ça peut être très ruminant. On peut ruminer ces questions pendant longtemps sans en avoir jamais la réponse, parce qu'on n'a pas osé en parler aux professionnels. Et c'est vrai que le meilleur moyen de stopper ça, c'est justement de poser toutes ces questions. Et d'oser en parler. Oui, complètement, quel que soit le problème. Moi, je me souviens d'une patiente, plus elle voyait que son cancer allait mieux, que les traitements étaient efficaces, plus elle était angoissée. On ne comprenait pas. Et un jour, je la vois en consultation et pour finir, elle a réussi à me dire qu'il y avait quelque chose qui s'était passé dans sa vie et elle avait eu très peur pour son enfant et elle avait passé un pacte avec Dieu en lui disant écoute, si moi je suis malade, c'est pas grave, mais sauve mon enfant. Et son enfant était sauvé et du coup elle se disait mais finalement j'ai ce cancer, mais si finalement je guéris, peut-être que c'est mon enfant qui à nouveau va pas être bien. Donc on peut avoir vraiment des choses dans sa tête qui sont vraiment des freins et qui nous empêchent de pouvoir aller mieux. Et c'est dommage. Bien entendu, on a fait tout un travail autour de cette question. Dieu n'est pas... on fait pas comme ça comment on pourrait dire, un pacte, on marchande pas sur tu sauves un tel et puis moi voilà. C'est pour ça que c'est important aussi que dans les équipes pluridisciplinaires il y ait des psychologues, parce que c'est vrai que toutes ces choses-là, il faut les sortir. C'est de l'ordre de l'intime et c'est très personnel, et c'est vrai qu'on va pas... Ce ne sont pas des choses qu'on va raconter sur la place publique, bien entendu. Hein. Et ça participe à la prise en charge globale du patient. Et c'est vrai que ça, c'est des aspects qui sont hyper importants à aborder avec un psychologue pour cheminer, se mettre au clair sur ces questions-là. C'est vrai que c'est des questions qui sont tellement difficiles. Et très personnelles. Et il y a beaucoup de patients qui trouvent du sens à ce qui leur arrive en se disant, et qui est probablement vrai, en disant, j'ai eu le décès de machin, j'ai eu un stress important, mais c'est vrai aussi que c'est important de pouvoir l'exprimer et de pouvoir aussi, à un moment, pouvoir aussi vider cette charge et ce ressenti. Et vous me parliez aussi d'activité physique. L'activité physique, effectivement, on en a parlé au tout début. On sait que le moment où on se repose, je vais aller d'abord du côté du repos parce que je trouve que c'est tellement important. On a beaucoup de patients qui disent « Oh là 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 là, mais je dors tout le temps, je suis fatiguée, puis je fais plus rien. » Et
on ne fait plus rien, on ne fait plus la même chose. C'est-à-dire que quand on se repose, quand on dort, on sait que c'est le moment le plus important pour notre corps, pour se réparer. Le sommeil, c'est à ce moment-là, pendant notre sommeil, qu'on répare quelque chose. D'ailleurs, c'est pas pour rien, on dit sommeil réparateur. Donc, bien entendu que ça participe à notre bonne santé. Et que, effectivement, quand on se repose beaucoup et quand on dort beaucoup, effectivement, ça va nous réparer parce que tout ça, ça nous perturbe, ça nous rend les choses plus compliquées pour beaucoup de choses. Donc c'est important. Oui, complètement. Et c'est vrai que pour en revenir à l'activité physique, on sait que c'est le meilleur remède contre la fatigue. Ça, c'est encore très important de le dire et de le redire. C'est totalement contre-intuitif parce qu'on pense que quand on est fatigué, il faut impérativement se reposer. Ça peut être vrai dans certains cas, mais on sait que dans les traitements avec des chimios, dans les traitements de cancer, au contraire, c'est une fatigue qui est chronique, qui est épuisante, et que du coup, le meilleur remède pour lutter contre la fatigue, c'est justement de se remettre progressivement en activité, de faire une activité qui nous plaît sur le long terme, et que c'est le meilleur remède justement contre la fatigue. Et on sait aussi que c'est le seul remède, c'est le seul facteur identifié qui permet de diminuer le risque de rechute. Et ça, c'est encore très important de le dire. Oui. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de patients, de patientes qui expriment le fait d'être très fatigués et surtout de se reposer beaucoup, de faire beaucoup moins de choses. Et c'est normal parce que effectivement, une chirurgie, une chimiothérapie, une radiothérapie entraînent des modifications corporelles. Et le corps, c'est le moment où on se repose, c'est le moment du sommeil où notre corps se répare en fait. Et du coup, oui, effectivement, c'est normal d'être plus fatigué, c'est normal de se reposer. Et on ne fait pas rien lorsque l'on se repose, parce que bien entendu, notre corps se répare aussi à ce moment-là. Et c'est important de le voir aussi comme ça. Mais c'est aussi important de contrebalancer aussi cet aspect par des moments où on va faire une activité. Quand je disais se faire plaisir, c'est ça aussi. C'est faire une petite sortie dans le parc à côté, c'est passer du temps à jouer, faire un petit jeu avec ses enfants et rire de tout et de rien. Et c'est aussi faire de l'activité physique parce que l'on sait que l'activité physique fabrique des endorphines et que ça, c'est une hormone du bien-être et que effectivement, ça contrebalance aussi le fait qu'on passe du temps à se reposer et que ce sentiment de ne plus rien faire dans son quotidien est contrebalancé aussi par les autres choses que l'on savoure et que l'on fait comme dirait Léa Aubert, qui est notre professionnel qui nous fait la méditation, en pleine conscience. C'est-à-dire vraiment, j'en profite complètement. Et c'est pas un moment que je traverse comme ça, comme si je vais faire mes courses. Non. Je savoure le moment où je prends ce temps de faire et de prendre du temps pour me faire plaisir, pour partager avec d'autres. C'est très important. C'est aussi ça qui va vous aider aussi à traverser ces moments qui sont difficiles et compliqués. Alors, on sait que ce symptôme de la fatigue peut être ressenti encore jusqu'à 1 an après la fin des traitements, de manière assez intensive. Et on sait aussi qu'effectivement, le risque de récidive est diminué par cette activité physique
que l'on va faire et qui va être régulière. Donc ça, c'est extrêmement important, effectivement, à partager parce que c'est des études qui sont fondées et qui sont et qui sont validées. Donc c'est pas une idée comme ça en l'air. En même temps, quand on se sent extrêmement fatigué, c'est important aussi de ne pas se sentir coupable ou responsable, enfin, de ne pas faire telle ou telle activité parce que il faut aussi s'écouter. Notre corps, il a des choses, il nous dit des choses. Alors, il faut s'écouter, puis en même temps, il faut aussi remonter aussi un peu ses manches pour reprendre effectivement une activité parce que effectivement, c'est ce qui aide à récupérer et à diminuer aussi cette fatigue intense qu'on peut ressentir. Ce qui est sûr, c'est que la culpabilité n'est absolument pas un sentiment qui aide en quoi que ce soit. Exactement. C'est pour ça que je le souligne, parce que je trouve que ça peut être tellement lourd à porter. Si je reste au fond de mon lit parce que c'est parce que je fais pas l'effort. Oui. Mais c'est facile pour les gens bien portants de dire ça. Ça l'est moins pour des gens qui viennent de traverser une épreuve comme celle que vous pouvez traverser au moment où vous nous écoutez là. Bien sûr, il faut se laisser le temps et puis c'est parfaitement ok de temps en temps de ne pas être en mesure de faire les choses et c'est pas grave. Et c'est pas parce que vous n'allez pas... Alors, on est d'accord que ça diminue le risque de récidive, mais c'est pas parce que vous aurez une récidive que c'est dû au fait que vous n'avez pas fait d'activité physique. Il faut faire attention parce que je pense qu'il y a effectivement c'est aidant, mais il ne faut pas non plus se culpabiliser parce qu'on ne fait pas telle ou telle chose. Parce que, oui, effectivement, la culpabilité, ça n'a jamais aidé à guérir de quelque chose, de quoi que ce soit. Oui, et puis ça n'aide pas à se mettre en mouvement, à se motiver. Enfin, c'est plutôt un sentiment délétère. Donc, c'est plombant. Voilà, si on peut ne pas justement ressentir cette culpabilité, faire en sorte de ne pas... faut pas se culpabiliser pour ces choses-là. Malheureusement, c'est pas toujours si simple. Mais en tout cas, il faut la laisser passer. Il faut laisser glisser et puis demain, ça sera un autre jour. Et puis, si on ne l'a pas fait aujourd'hui, on le fera demain. Et puis, peut-être que ce sera seulement après-demain. Et puis, l'accepter tel que ça l'est. Comme je disais tout à l'heure, entre guillemets, en pleine conscience. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est comme ça. Mais demain, ce sera autrement. Et demain, je pourrais peut-être, ou pas, ou même si c'est un tout petit peu, je profite de ce tout petit peu. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup pour tous ces précieux conseils qui vont bien servir à nos patients. Merci pour votre temps, Madame Jagère, et merci pour cet échange qui était fort intéressant. Je vous en prie. Merci, bonne journée. Et prenez soin de vous. Petite note de fin d'épisode pour vous rappeler que vous pouvez télécharger le cadeau gratuit que j'ai créé pour vous. Il s'agit d'une feuille très pratique pour les patients et qui permet la prise de notes entre 2 passages dans le service hospitalier. Le but de cette ressource est de faciliter la communication avec l'équipe de soins et de ne pas oublier les choses à dire en consultation. Vous pourrez y signaler vos symptômes, vos éventuels effets indésirables et noter toutes vos questions à poser aux différents professionnels du service. J'espère que cette ressource vous aidera dans votre prise en charge et vous trouverez le lien pour la télécharger gratuitement en note de l'épisode ainsi que sur la page Instagram. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Cancéro. Si le contenu vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager auprès de patients de votre entourage qui pourraient en avoir besoin. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ainsi qu'un commentaire. Ça permet de rendre le podcast Cancéro plus visible
et d'aider un maximum de patients. Si vous souhaitez me contacter pour me faire des retours sur les thèmes que vous aimeriez que j'aborde, me faire part de vos problématiques, ou peut-être même me raconter votre histoire, c'est sur la page Instagram du podcast que ça se passe, à cans.hero, canc.heros. Je vous souhaite une très belle journée, prenez bien soin de vous et à très vite.